magazine pluriel. Juliette Kamde. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal. Moïse Messin Touro prend fonction aujourd'hui comme évêque d'Atakpamé. La cérémonie de consécration épiscopale a été conduite par l'archevêque de Lomé. Le 13 janvier prochain marque le 60e anniversaire de la disparition du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. L'UFC, l'Union des forces du changement, a organisé ce matin une conférence débat autour de la commémoration de cet anniversaire. Décryptage du message du président de la République lors de la présentation des vœux à la nation. Ce sera avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Akoda Ayewadan, en invité du journal. Un deuxième invité dans cette édition, Nounia Klose Kodjo, promoteur du fourneau écologique Miganvo. Il nous en parlera. Et puis les échos du palais, l'Expo, la revue de presse sont les autres rendez-vous de cette édition. Consécration épiscopale dans le diocèse d'Atakpamé. Monseigneur Moïse Messin Touro est consacré ce samedi en tant qu'évêque d'Atakpamé après sa nomination le 26 octobre dernier. La cérémonie a été présidée par l'archevêque Monseigneur Nicodème Anani Bariga. Pacom Johnson est sur les lieux. Pacom, bonjour. Bonjour Juliette, nous sommes ici à la cathédrale Notre-Dame de la Trinité à Atakpamé, ville située à 161 km de Lomé, où a lieu le sacre épiscopal de Monseigneur Moïse Touro, le nouvel ordinaire des lieux. Tout est presque fini ici. La messe est présidée par son Excellence Monseigneur Nicodème Bariga, qui est aussi le consécrateur principal. Dans son homélie, il a invité le nouveau prélat à marcher sur les pas de celui dont il porte le nom, Moïse. Avant de l'inviter à avoir confiance en Dieu, il a aussi invité le peuple de Dieu d'Atakpamé à être fidèle à leur pasteur. Nous signalons la présence de plusieurs personnalités et membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Payadoua Boukessi, représentant le chef de l'État, Madame le médiateur de la République, Awa Nana Daboya. Les cérémonies se poursuivent ici par le rituel de conclusion et les divers remerciements. Nous y reviendrons sûrement beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. Juliette, bonne continuation de journal. Paco Johnson d'Atakpamé pour Radio Lomé. Pas comme bon retour à Lomé, d'une religion à une autre, la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo célèbre aujourd'hui sa 10e édition. Elle est couplée de l'intronisation de son nouveau président. Cette cérémonie connaît la participation des représentations préfectorales de cette fédération, des représentants des membres du gouvernement et des chefs traditionnels. Le thème retenu pour cette année est préserver et promouvoir la paix pour le développement durable des cultes endogènes. Nous y reviendrons. Dans le cadre du 60e anniversaire de la disparition du président Sylvanus Olympio, une conférence débat a eu lieu ce matin au siège de l'UFC à Lomé. Animé par l'historien Dr Foli Gada Ekoué, ces échanges ont permis de découvrir la personnalité du premier président de la République togolaise et sa vision. Nous faisons chaque 13 janvier le deuil d'une vision, a affirmé le conférencier devant des militants du parti. Ces échanges ont été ouverts par Elliot Orin, deuxième vice-président de l'UFC. D'autres activités sont au programme dans le cadre de cette commémoration. Les éléments sonores suivront bien entendu dans nos prochaines éditions.
Actualité internationale, ils vont enfin repartir en Côte d'Ivoire. Les 46 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako ont bénéficié hier d'une grâce présidentielle, et ce, grâce à la médiation togolaise. Odette Pira. Juliette, malgré la signature d'un mémorandum entre Abidjan et Bamako il y a 2 semaines, la grâce présidentielle tant attendue n'est arrivée qu'hier. Cette annonce intervient après la visite la semaine dernière du médiateur togolais qui signe au passage un important succès diplomatique. La menace de sanctions pourtant suspendue de la CEDEAO via son président Umaro Sissoko Embalo, qualifié d'agressive, n'a pas réussi à faire plier le régime de Bamako. Le soulagement des militaires, de leurs familles et de la Côte d'Ivoire est grand, mais quant aux relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, l'avenir dira si elles sont à nouveau réellement apaisées. D'autres informations à l'international en plus bref, en République démocratique du Congo, cela fait pratiquement 2 semaines que la Commission électorale nationale indépendante a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le gouvernement congolais tient au respect du calendrier électoral pour ces élections de décembre. Du côté de l'opposition, le parti PPRD de l'ancien président Joseph Kabila est très critique envers le processus électoral en cours, au point qu'il n'est pas question pour ce parti de participer aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les conditions actuelles. Kidan Zerkerias Habtemariam, le trafiquant d'êtres humains le plus recherché au monde, a été arrêté le 1er janvier dernier au Soudan. C'était lors d'une opération de police internationale menée avec Interpol. Il était à la tête d'un réseau criminel qui a kidnappé et escroqué des centaines de migrants d'Afrique de l'Est dont l'objectif était de se rendre en Europe. Aux États-Unis, après 4 jours de débats et 15 tours de scrutin marqués par de très vives tensions dans les rangs républicains, Kevin McCarthy est élu président de la Chambre des représentants. C'était la nuit d'hier à aujourd'hui, la nuit dernière donc. À force de tractation, le groupe trumpiste qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie a finalement cédé et ont mis fin à une crise au Congrès inédite de plus de 160 ans. Rubrique invitée pour présenter ses vœux au peuple togolais pour la fête du Nouvel An. Le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est adressé à la nation. C'était le 31 décembre. Pour décrypter le message du chef de l'État et mieux le comprendre, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwadan, était dans notre studio. Il a répondu aux questions de David Tchakbera. Monsieur le ministre, merci d'accepter d'être avec nous dans ce studio et bienvenue. Tout le plaisir est pour moi. Dans son message de vœux à la nation, le président Faure Gnassingbé a abordé la question sécuritaire avec à la clé le terrorisme, la crise économique au-delà de laquelle le Togo a pu tenir le coup et les emplois déjà offerts à la jeunesse togolaise avec la PIA, plateforme industrielle d'Adétikop, et puis les élections régionales et législatives qui vont se tenir cette année. Monsieur le ministre, le chef de l'État dit mettre tout en œuvre pour la défaite des forces du mal, c'est-à-dire des groupes armés qui viennent perturber un peu la quiétude des paisibles populations togolaises, s'il faut reprendre ces mots. Qu'est-ce qui est déjà fait avec la bagatelle de somme de 50 milliards mobilisés par le gouvernement pour le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région de la Savane, monsieur le ministre? Je pense que ce qu'il faut noter, et cela est très important, dans le message de son Excellence monsieur Faure Gnassingbé, c'est d'abord la posture de leader qui engage sa population, qui engage ses troupes pour accélérer la défaite des forces du mal qui aujourd'hui troublent la quiétude de nos vaillantes populations dans le nord. Nos compatriotes doivent avoir conscience que sur notre frontière nord, nous avons des frères et des sœurs qui se battent jour et nuit pour faire en sorte que des terroristes, tout simplement, ne viennent s'installer sur nos territoires.
Donc ce message-là reste un message de mobilisation, un message d'engagement également, parce que le chef de l'État le dit, tout sera mis en œuvre pour que ces forces du mal soient maintenues hors de nos frontières. Mais à côté de la mobilisation militaire, il y a une mobilisation sociale qui est en œuvre, puisque les combats ont entraîné des déplacés internes et des déplacés qui viennent également du Burkina Faso. Pour ceux-là, l'État montre sa solidarité en apportant une aide d'urgence, mais également en renforçant sa présence sur toute la partie nord du territoire. On le sait, il y a une doctrine qui dit que ce type de force s'installe lorsque l'État n'est pas présent sur le territoire. Donc, des routes sont en train de se construire, des ponts, des salles de classe. Le programme d'adduction d'eau s'accélère. Il y a le fonds Tinga qui a été lancé également pour accélérer l'électrification de ces zones-là. À 1000 francs, on peut accéder à l'électricité. Aujourd'hui, il y a au moins 50 milliards qui sont déjà débloqués, qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Et le chef de l'État le répète, notre pays ne s'arrêtera pas là. On continue. Cet effort, qui est un effort, on ne peut pas dire effort de guerre, mais un effort consistant, va continuer et voir se déployer vers d'autres régions qui ont également des besoins. Bien, monsieur le ministre, par rapport à la question au volet militaire dans cette lutte-là que le gouvernement a engagée, le chef de l'État, dans son message, a dit que les forces de défense et de sécurité seront plus équipées. Est-ce à dire que jusque-là, nos forces de défense n'étaient pas bien équipées? Alors, nos forces de défense et de sécurité sont bien équipées. Le message doit être compris comme ceci. Depuis 2021, il y a un programme, une loi de programmation militaire qui compte de 2021 à 2025 et qui a pour objectif de renforcer l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Vous le savez, la menace à laquelle nous faisons face est une menace multiforme, une menace nouvelle qui impose aux forces de défense et de sécurité de réinventer au quotidien la riposte. Donc, les forces de défense et de sécurité seront appuyées au plan de leur capacité stratégique et opérationnelle pour pouvoir répondre aux défis qui nous est imposé par ces forces du mal. Alors, monsieur le ministre, pour pouvoir vraiment lutter, la loi de programmation militaire 2021-2025, telle que vous venez de le dire, est là, mais au même moment, il faut de l'argent. Pour parler en termes simples, pour pouvoir faire cela. Et la crise mondiale qui secoue pratiquement tous les pays, le Togo, qui également a été touché, a réussi quand même à faire des bons qualitatifs. Et au même moment, il faut que le Togo reste encore sur le pas qu'il a déjà pris pour que notre économie puisse aller de façon grandissante. Quelles sont les actions ou les moyens dont dispose le gouvernement pour pouvoir arriver au résultat escompté par le chef de l'État tel qu'il l'a dit dans son message? Les différentes crises que nous traversons nous imposent un véritable défi. Nous avons connu la crise sanitaire, à la suite il y a eu la guerre en Ukraine, tout cela matinée d'une véritable crise économique et il faut le reconnaître, notre pays a fait montre d'un certain niveau de résilience. Et ce niveau de résilience n'est que le fruit des politiques économiques menées en amont. Très tôt, notre pays s'est engagé sur la voie de la transformation, du développement des chaînes de valeur et a commencé à compter sur ses propres forces. Vous savez, dès lors qu'il y a une crise, notamment une crise importée, les solutions les plus pertinentes sont des solutions endogènes. Et je crois que ces solutions endogènes nous ont permis de résister de façon beaucoup plus efficace à ces crises-là. Nous avons donc une base. C'est sur cette base-là que le gouvernement continue de travailler. Il y a un axe qui est très fort sur lequel le gouvernement mise beaucoup, ça reste l'agriculture. L'agriculture parce que nous sommes un pays essentiellement agricole et la mise en place de l'agence de transformation agricole va permettre à notre pays de capitaliser sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, de renforcer la gouvernance sur le secteur agricole pour avoir des résultats meilleurs que ce que nous avons jusqu'à présent. Et notre production désormais n'est plus destinée à être exportée. Notre production est destinée à être transformée à minima chez nous pour qu'on puisse
ajouter une certaine valeur au produit et en tirer le meilleur profit. N'oublions pas, le chef de l'État a promis qu'il y aurait des forats dans les 5 grandes régions. L'objectif est très simple. Le modèle agricole que nous voulons pour notre pays n'est pas un modèle qui existe déjà. C'est un modèle qu'il nous faut inventer en nous appuyant sur les réalités locales. Ce qui est produit dans la région maritime n'est pas ce qui est produit dans la région des plateaux, ni dans la région centrale, ni dans la région de la Caraïbe. Donc, chaque région va inventer son modèle ou adapter le modèle qui existe pour aboutir à des résultats nettement plus pertinents. Les investissements relativement aux intrants vont continuer pour accompagner le travail qui est réalisé sur l'amélioration des semences, parce que si vous n'avez pas de bonnes semences, vous n'avez pas de récolte de qualité. Ce travail-là va commencer avec nos différents laboratoires et nos partenaires également. Et puis, de façon globale, n'oublions pas que nous avons réussi à mettre à l'actif du gouvernement, nous avons réussi à établir une carte de fertilité des sols. Et cette carte-là est un outil non négligeable. L'on ne va plus planter du maïs parce que l'on a envie de planter du maïs. L'on va planter les semences qui sont bonnes pour la terre sur laquelle l'on est localisé. C'est à cela que sert la carte de fertilité des sols. Alors, monsieur le ministre, avec l'agence de transformation agricole, est-ce que, par exemple, nous irons vers la mécanisation de notre agriculture, puisque il est reproché également à notre agriculture de ne pas être assez mécanisée? La mécanisation de notre agriculture est comprise dans le PND et repris par la feuille de route gouvernementale. C'est un axe de travail sur lequel le ministère de l'Agriculture avance de façon sereine. Il y a eu des expériences qui ont été lancées il y a quelques années. Le matériel que nous avons reçu n'a pas donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, des leçons sont tirées de tous ces projets-là. Et la mécanisation s'améliore puisqu'on installe une unité de réparation. C'est l'un des points d'équilibre parce que sur certains matériels, une fois qu'il y a eu des pannes, nous n'avions pas trouvé des techniciens pour pouvoir réparer. Les pièces n'étaient pas disponibles parce que Covid, le transport était compliqué. Aujourd'hui, nous avons sur place des unités pour pouvoir réparer ce matériel et il y en a d'autres qui sont en commande et qui vont arriver. Donc notre pays va progressivement vers une plus grande mécanisation parce que nous sommes convaincus, puisqu'avec les zones d'aménagement agricole planifiées, les surfaces sont nettement plus grandes, il est normal que ce soit avec la mécanisation qu'on puisse en tirer le meilleur parti. La mécanisation de l'agriculture va induire forcément, avec l'agence de transformation agricole, de l'emploi pour les jeunes. Mais au même moment, le chef de l'État a relevé que grâce à la PIA, nous avons aujourd'hui des milliers de jeunes qui ont déjà trouvé de l'emploi. Pendant ce temps, il y en a encore qui sont sur le carreau et qui attendent du gouvernement de trouver de l'emploi. Est-ce que ces jeunes-là peuvent compter toujours sur la PIA? La question de l'emploi est un défi permanent pour tout gouvernement. C'est véritablement un défi permanent et à ce défi-là, il y a plusieurs types de réponses, mais il y a une réponse d'actualité que l'on peut citer, c'est effectivement la plateforme industrielle d'Adéticopé qui permet aujourd'hui d'employer au moins quasiment 2000 de nos concitoyens. Il s'agit de l'opérationnalisation de la première phase de la plateforme industrielle d'Adéticopé. À l'intérieur de la plateforme d'Adéticopé, il y a le port sec qui va bientôt commencer à fonctionner. Il y a des unités de transformation qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas encore opérationnelles, mais cela va arriver. Et il y a la deuxième phase de la plateforme industrielle d'Adéticopé qui est en mouvement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec cette plateforme, il y a une réponse qui est apportée au chômage des jeunes, mais la plateforme industrielle d'Adéticopé n'est pas la seule réponse à apporter. La réponse est diversifiée. Dans le secteur tertiaire en ville, il y a des opportunités à saisir et ailleurs aussi, il y a des concours de recrutement qui sont faits de façon plus régulière ces dernières années parce que l'État arrive à maîtriser le flux. Donc, pour les jeunes aujourd'hui, les opportunités s'offrent et les opportunités vont continuer à s'ouvrir parce que dans la mesure où le secteur privé est accompagné par l'État ou le secteur privé travaille main dans la main avec l'État, autant dans le public il va y avoir des possibilités, autant dans le privé il y aura des possibilités. Monsieur le ministre, tant que les hommes travaillent ou vivent, forcément il peut arriver qu'ils tombent malades et dans le message du chef de l'État, il a de l'ambition, il veut couvrir 2/3 de la population togolaise avec l'assurance maladie universelle. De quels moyens dispose aujourd'hui le gouvernement pour pouvoir réaliser cette ambition du chef de l'État? Alors, cette ambition est parfaitement réalisable parce que nous avons un acquis
très important. Vous savez, l'INAM est un beau projet qui a permis de voir qu'il était possible d'avoir un embryon d'assurance maladie. À côté, il y a eu d'autres projets qui se sont mis en place. Je pense par exemple au programme Wezu pour les femmes enceintes. Je pense à School Assure pour les jeunes élèves. Donc, autant de projets qui figurent déjà un début d'assurance maladie. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de fusionner ces différents projets pour faire une assurance maladie unique pour tous les Togolais. L'ambition, c'est d'avoir au moins 60% de nos compatriotes couverts d'ici 2025 et les outils pour pouvoir avancer sont nombreux. La RGPH nous a balisé le chemin. Il va y avoir un recensement biométrique dans les mois à venir et il va y avoir également un recensement des personnes et des ménages qui viendront affiner la base de données qui nous permettra d'aller plus vite dans la mise à disposition de nos concitoyens de l'assurance maladie. Monsieur le ministre, l'année 2023 est une année électorale au Togo et le chef de l'État l'a dit, nous irons aux élections régionales et aux élections législatives. Comment cela va être possible? Vous savez, les élections sont pour moi le cours normal de la vie d'une république. Et le chef de l'État rappelle ainsi les jalons républicains qui sont les nôtres. Notre pays est préparé, est prêt pour aller aux élections. Les conditions pour aller aux élections sont fixées dans le code électoral. Donc, tous nos concitoyens qui remplissent ces conditions-là seront à même d'aller se présenter à ces élections-là. Il est intéressant de voir d'ailleurs que de plus en plus de nos compatriotes s'intéressent à cet exercice. Le plus important, c'est que le processus soit mené de bout en bout dans les conditions les meilleures pour nous tous et que le cours de vie normal de la société puisse continuer. Les élections sont véritablement des événements normaux dans une république. Monsieur le ministre, professeur Akoda Ayewadan, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, merci d'être venu nous aider à mieux comprendre là où le président de la République veut aller avec le message de vœux qu'il nous a adressé à nous tous le 31 décembre dernier. C'est moi qui vous remercie. Lutte contre la déforestation, des initiatives se multiplient pour proposer des fourneaux à combustible autres que le charbon de bois. C'est l'exemple du fourneau Miganvo qui utilise le charbon à base de coque de noix palmiste. Nous recevons aujourd'hui M. Nyanou Klose Kodjo. Il est le promoteur du fourneau Miganvo. Écolo, innovant, moins cher, particulier. Monsieur Nyanou, vous ne tarissez pas d'adjectifs pour qualifier le fourneau Miganvo. D'où est partie l'idée de concevoir et de mettre sur le marché ce fourneau? Merci. Au début, je voyais les coques de noix de palmiste traîner partout et que les gens ne savent pas quoi en faire. Mais par la suite, moi-même, j'ai commencé par produire l'huile de palmiste. Et donc, les coques m'encombraient aussi beaucoup. C'est par la suite que je me suis dit que non, il faut que je trouve une solution. Au même moment, je souffrais énormément de la cherté du gaz et du charbon de bois pour la préparation d'huile de palmiste que je faisais, puisque je faisais l'huile de palmiste alimentaire. Je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est par là que je me suis lancé dans la fabrication d'une première machine pour le séchage de mes noix de palmiste, qui utilisait ces coques de noix de palmiste pour le chauffage. Par la suite, je l'ai étendu à un autre fourneau pour le traitement de cette huile. J'ai constaté que c'est beaucoup plus bénéfique que l'usage du gaz et du charbon de bois. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait que j'aille au-delà de ça. Je me suis dit qu'il faut que je fasse des fourneaux adaptés aux besoins de la population. C'est par là que je me suis lancé effectivement dans la fabrication de ces fourneaux écologiques que nous appelons Miganvo. Quels sont les avantages du fourneau Miganvo par rapport aux multiples autres fourneaux disponibles chez nous? Les avantages de ces fourneaux écologiques Miganvo par rapport aux autres fourneaux qui existaient déjà sur le marché, c'est que c'est un fourneau très particulier qui utilise un combustible aussi particulier que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Donc, premièrement, il est très économique. J'insiste toujours dessus. Il est 2 fois plus économique que l'usage des foyers à gaz. Il est 3 à 4 fois plus économique que les fourneaux à charbon de bois ou à bois. Il y a beaucoup d'autres avantages. Ils ont un pouvoir calorifique très élevé. Son taux d'efficacité est très élevé. Vous pouvez constater que ceux qui sont dans le domaine des énergies, tous les foyers ont un taux d'efficacité compris entre
20, 15. Mais avec les fourneaux écologiques Migavon, son taux d'efficacité est à plus de 35%, ce que nous ne pouvons jamais voir ailleurs. C'est un fourneau qui est aussi rapide et réglable que toute personne peut utiliser. Très souvent, les enfants l'utilisent aussi facilement. C'est un fourneau qui n'est pas aussi brûlant. Quelqu'un, par exemple, qui laisse son enfant ramper au sol et qui touche le fourneau qui est en train de fonctionner ne sera pas brûlé. Il ne sera jamais brûlé. Ce qui veut dire que ça protège aussi celui qui est en train d'utiliser. C'est aussi un fourneau qui est très adapté aux professionnels de cuisine, puisque c'est eux qui souffrent très souvent de maladies que nous appelons les bouffées de chaleur, puisqu'ils sont très souvent exposés à la chaleur. Alors qu'avec les fourneaux Migavon, quelqu'un qui l'utilise ne sentira aucune chaleur autour de lui, ce qui veut dire que toute la chaleur ou bien toute la température dégagée par le fourneau est toujours concentrée dans le fourneau pour faire bouillir ce que vous avez posé sur le fourneau. En récapitulatif, c'est un fourneau qui est 2 à 3 fois plus économique que tout autre fourneau, beaucoup plus rapide et réglable. Vous pouvez régler son intensité du feu en fonction de ce que vous êtes en train de préparer. Et c'est doté d'un système solaire que vous pouvez utiliser n'importe où et n'importe quel moment. Qu'est-ce qui change dans le quotidien d'un utilisateur du foyer Migavon? Ce qui va changer dans l'habitude des utilisateurs, c'est que celui qui a les fourneaux écologiques Migavon gagne beaucoup plus en temps. Quelqu'un qui se lève par exemple à 4 heures pour commencer par préparer pour ses enfants pour qu'ils partent à l'école à 7 heures ne va plus se lever à 4 heures. Il va se lever à 6 heures pour commencer par préparer. Il aurait gagné déjà 2 heures de temps. Quelqu'un qui a les fourneaux écologiques Migavon diminue son temps de cuisson de moitié. Secondo, il ne va plus acheter des tonnes de charbon de bois pour entreposer dans sa cuisine. Monsieur Nianou, dernière question. En quoi ce fourneau participe-t-il à la protection de l'environnement? Les produits Migavon contribuent énormément à la protection de l'environnement sur plusieurs plans. Primo, le charbon de coque de noix de palmis provient du palmier à huile. Après avoir obtenu l'huile de palme et après l'huile de palmiste. Ce qui veut dire que pour avoir ce charbon, on n'est pas obligé d'aller couper un arbre pour avoir de l'énergie chez soi. Et le palmier à huile fait au moins 40 ans pour vivre. Donc ça veut dire que pendant 40 ans, vous avez de quoi préparer chez vous. Avec le palmier à huile, dès que vous le plantez, les arbres ne seront plus coupés et les émissions des gaz à effet de serre qui sont dans la nature sont captées par ces arbres qui ne sont plus coupés. Et tenez-vous bien, le palmier à huile même aussi est un arbre qui séquestre le CO2. Ça veut dire que ça contribue énormément à la protection de l'environnement. Non seulement ça contribue à la protection de l'environnement, ça contribue à la protection de nous humains aussi, puisque ce sont des fourneaux conçus pour s'adapter aux nouvelles réalités de ce que tout le monde vit actuellement, à savoir s'exposer à la chaleur des fourneaux. Toujours en matière de protection de l'environnement, il y a les bonnes dames qui font la transformation de ce combustible en charbon dans le village de manière artisanale depuis des siècles pour aider les forgerons à fondre le fer. Maintenant, nous avons changé cette technique. Nous avons pu, par la grâce de Dieu, concevoir une machine pour transformer ce charbon en combustible et en extraire des substances, puisque avec la technique artisanale, il y a certaines substances qui ne devaient pas être rejetées dans la nature, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à l'utiliser à la maison. Nous arrivons à extraire ces substances pour en faire autre chose. Avec nous, notre technique, tout le monde peut l'utiliser à la maison. Donc ça contribue encore à la protection de l'environnement et à la protection de l'être humain. Nianou Klousé Kodjo, promoteur du fourneau Migavon. Merci. Merci. Travailler, dit-on, est bien dur, mais voler n'est pas bon. Un jeune homme âgé de 33 ans opte en effet pour le vol pour prétendre sauver son enfant. Non seulement il passe une bonne partie de sa vie en prison, mais également il perd son travail qui devrait le permettre d'être à l'abri du besoin et de sortir un tant soit peu de la précarité. Le récit des faits, c'est avec Hélène Assabi et c'est dans Écho du Palais.
Le jeune homme est venu de Kara pour être un ouvrier sur un chantier à Kpalimé. Seulement, durant les 3 mois au cours desquels il a travaillé, il n'a été rémunéré qu'une seule fois. Face aux difficultés, il dit être allé vers certaines personnes pour demander du travail afin de pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille restés à Kara. Il est allé solliciter le sarclage dans une ferme d'un colonel, ancien ministre. Ce travail temporaire lui a été confié quelques jours plus tard et fut exécuté à la satisfaction du ministre. Stupéfait par le travail abattu sur les 3 hectares en 3 jours, le ministre a gratifié encore plus le jeune homme qui, par après, a émis le vœu de se faire embaucher quel que soit le travail à faire pourvu que cela soit rémunéré. La doléance était en cours, selon le surveillant de la ferme, quand l'ouvrier a opté plutôt voler 2 dindons qu'il ira vendre à 15 000 francs l'unité. Quelques jours plus tard, il ira voler dans une autre cour un coq. Alors qu'il était sur le point de vendre son butin, il a été appréhendé par les corps habillés et gardé en prison. Ces faits sont punis, selon le procureur, par l'article 411, 414 et 415 du nouveau code pénal, et il encourt donc entre 12 et 36 mois d'emprisonnement. Présenté à la barre, le prévenu ne nie pas les faits, mais les relate plutôt avec exactitude et honnêteté, selon le surveillant de la ferme. Seulement, il précise que les dindons volés et vendus à 30 000 francs CFA étaient pour sauver son enfant qui, dit-il, était terriblement malade. Lui-même étant, précise-t-il, à court de ressources financières. Des 30 000 francs, il dit avoir envoyé 25 000 francs CFA par mobile money à sa femme pour les soins de leur enfant, et le coq volé était aussi pour lui permettre d'assurer le transport retour à Kara pour être au chevet de sa maman qui serait aussi gravement souffrante. Entre-temps, la doléance de l'ouvrier à travailler chez l'ancien ministre était en bonne voie, et un feedback était envoyé pour un petit entretien qui ne devrait être qu'une formalité. Le ministre alertait que l'homme, en instance d'être son employé, était le voleur des dindons, était désenchanté. Toutefois, devant la cour, le surveillant de la ferme du ministre a plaidé pour sa relaxe. Le procureur a requis 12 mois d'emprisonnement avec 8 mois de sursis pour le jeune homme et la présidente de séance y a concédé. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Assabi, les sports, tout de suite le football. Dans quelques minutes, les premiers matchs de l'année 2023 vont débuter pour la D1 Lonato. 2 rencontres se jouent en avancée, n'est-ce pas Théophile Dandako? Effectivement, Juliette, l'attraction sera à Kara à partir de 15h où l'ASK est opposé à Dito FC de Lomé. L'ASK en tête du classement et Dito l'un des prétendants au titre. Yao Elom sera l'arbitre de la partie. Pendant ce temps, au stade municipal de Lomé, Entente 2, mal classé, se mesure à l'Aspina. Les victorieux de cet après-midi attendent les affiches de demain dimanche pour connaître leur classement. À cet effet, Bouroulessou à Anéron offre son hospitalité à Tambo de Dacha. Toujours demain dimanche, Unisport se mesure à Sokodé à Espoir de Zio. Sarah FC reçoit Asco de Kara, triple champion sortant. 2 expérimentés s'affrontent au stade d'Ablogame à Lomé. Il s'agit de Chanile Chakala, coach de Semasi de Sokodé, et Ahmed Tokodo Mensan King, nouvel entraîneur de l'AS OTR. Adio Chokosi sera l'arbitre de la partie. Les derniers matchs mettent aux prises Ange et Kakadle à Atakpame d'une part, AS Togoport Gomido d'autre part. Ce dernier match a lieu au stade municipal de Lomé. Pour le moment, ASK en tête du classement, Asco est deuxième, en tout cas premier ex-aequo, et Bouroulessou troisième. Merci à vous, Théophile Dandako. À la une des parutions de cette première semaine de l'année 2023, la revalorisation du SMIG et plus généralement le discours à la nation du chef de l'État. Vous l'avez compris, nous sommes dans la revue de presse avec Léontine Atogima.
Le discours de vœux du numéro 1 togolais est axé sur la lutte contre le terrorisme, l'inclusion sociale et les élections à venir, relève le messager. L'Union pour la patrie note pour sa part que le chef de l'État a rappelé la devise du Togo, travail, liberté, patrie pour une voie de sortie des incertitudes en 2023. Le terrorisme préoccupe fort Gnassingbé, souligne le journal du Togo. En effet, dans les colonnes du messager, on peut lire le chef de l'État qui réaffirme l'engagement de la nation tout entière face à ces bandes armées à ne céder aucune portion du territoire. Il a rassuré qu'il mettra tout en œuvre pour défendre la patrie agressée. Tous ensemble pour faire face aux forces du mal, renchérit le médium. Ainsi, le bien-être des Togolais préoccupe le président de la République qui a félicité les partenaires sociaux qui ont œuvré pour la revalorisation du SMIC. Certes, une bonne chose, mais comment des entreprises qui refusaient de verser 35 000 francs CFA à leurs agents accepteraient-elles de leur payer aujourd'hui 52 500 francs CFA, s'interroge le changement. Elles pourraient le faire, rassure le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social sur le site d'information Savoir News. Selon Gilbert Bawara, la loi de finances consacre beaucoup d'allègements en faveur des entreprises, rapporte le site. L'Union pour la patrie renchérit en citant les quelques réformes fiscales bénéfiques pour les entreprises. Il s'agit entre autres d'une suspension de paiement des acomptes provisionnels en cas de baisse drastique du chiffre d'affaires, d'une exonération des droits des taxes de douane sur les matériels et engins de bâtiments et travaux publics, d'une reconduction de l'exonération des droits de douane et de TVA, des abattements fiscaux pour 3 types de véhicules de moins de 5 ans et d'une réduction du montant de la patente de 60% au profit des revendeurs de tissus pagne. Parlant des réformes, les nouvelles dispositions du Code de la presse 2020 entrent en vigueur ce samedi 7 janvier. Les 3 ans de moratoire sont terminés. Désormais, pour être qualifié de journaliste, il faut être formé dans une école ou institution de formation en journalisme. Les directeurs de publication doivent être d'abord des journalistes et disposer de la carte de presse. On ne parlera plus d'organes de presse, mais de sociétés de presse, détaille le grand quotidien national Togo Presse. Pour finir, c'est cette semaine que le roi du football, Pelé, a été inhumé. Ses funérailles ont été relayées par la presse nationale et internationale en raison de ses exploits dans le monde footballistique. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi. Retenez que Moïse Messan Touro prend désormais les rênes du diocèse d'Atakpamé. La cérémonie de consécration épiscopale a été conduite ce matin par l'archevêque de Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg